Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Jean Tirole, on va dire président de la fondation de Jean-Jacques Lafont à Toulouse et de TLS, Toulouse Schools of Economics. J'en perds mon français, professeur. Prix Nobel d'économie en 2014. Merci d'être avec nous, professeur. Bonjour. Vous êtes à Alger avec la Société d'économétrie pour le Congrès africain. Vous allez nous dire, pour commencer, 2 mots sur cette rencontre, son objet. À quoi sert-elle ? La Société d'économétrie, c'est la plus grande société internationale en économie, qui avait été fondée en 1930 par des gens comme Keynes, Schumpeter, Irving Fisher, Roy, etc. Donc c'était très prestigieux. Et nous avions des chapitres depuis très longtemps aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en Europe. Et jusqu'à récemment, pas en Afrique malheureusement. Et donc aujourd'hui, c'est la 3e rencontre de la Société d'économétrie en Afrique. Je suis très heureux qu'elle soit à Alger. Et ça se passe d'ailleurs très très bien, parce que c'est vraiment une société très prestigieuse. Et donc on a des grands chercheurs qui sont venus du monde entier. Et c'est un symbole, effectivement. Nous avons beaucoup d'amis algériens qui enseignent en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et c'est bien aussi, plus ceux qui sont aussi en Algérie. Et je pense que c'est très, très bien d'avoir aujourd'hui ce congrès à Alger. Alors, pourquoi ça a tardé autant en Afrique ? C'est parce que les données, la data n'étaient pas disponibles ? On sait qu'il y a des ressources humaines africaines qui sont versées dans l'économétrie quand même. Oui, c'est vrai, il y a une tradition en économétrie, mais c'est vrai que aussi c'est difficile de garder les personnes. Vous faites à grande échelle, vous avez le même problème, face au même problème que nous en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours les moyens pour avoir des universités qui tiennent leur niveau. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir garder les chercheurs. Les chercheurs, ils sont totalement mobiles. Et effectivement, il y a toujours le danger pour des pays de perdre leurs meilleurs chercheurs qui partent à l'étranger. Et donc, parfois, le continent africain, bien sûr, a été vidé de certains de ses cerveaux, et pas seulement dans le domaine de la recherche. Donc, c'est toujours un défi d'avoir, et dans l'économie du XXIe siècle et l'économie de la connaissance, avoir de bonnes universités est tout à fait important. On peut aussi former, évidemment, ces cerveaux à l'étranger, mais c'est aussi bien d'avoir aussi des universités de bon calibre à domicile. Alors, l'économétrie, ça ne parle pas toujours au grand public, c'est évidemment un peu ardu, c'est des mathématiques appliquées à l'économie. Évidemment, c'est cette grande tradition qu'incarne la Société d'économétrie que vous avez présidée, hein, professeur. Oui, en 98, oui. Vous avez présidé. Hier, vous nous avez fait une intervention inaugurale, un keynote, où vous avez présenté une modélisation du comportement sous l'angle de la moralité. À quoi ça sert de modéliser le comportement ? Alors, c'est vrai que l'économie a beaucoup changé dans les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a jusqu'à 20 ans, l'économie, c'était un domaine un peu étriqué parfois, qui était très utile parce qu'il avait une formalisation très simple et donc très puissante du comportement des individus. Et puis depuis une vingtaine d'années, l'économie s'est ouverte vers les autres sciences sociales et humaines, la philosophie, la sociologie, le droit, la science politique et la psychologie, très très importante pour tout ce qui est effectivement comportement humain. C'est-à-dire qu'on a maintenant beaucoup d'évidences empiriques qui montrent que les comportements dans certains domaines ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on supposait, qui étaient des comportements purement rationnels, de maximisation, par exemple, de sa richesse ou de choses comme ça. On fait tous preuve d'altruisme. On s'intéresse tous aussi à l'image qu'on projette vis-à-vis des autres, mais aussi, comme disait Adam Smith, vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'on veut penser qu'on est quelqu'un de bon et de décent, mais en même temps, on a aussi un peu un côté égoïste, et qui évidemment est ce que les économistes mettent en avant, parce que c'est quand même ça qui crée des problèmes de défaillance de marché, et c'est pour ça qu'on a besoin de régulation d'une certaine manière, et puis responsabilité sociale de l'entreprise. Donc ce qu'on fait dans le domaine, c'est ce qu'on fait toujours en économie, c'est-à-dire qu'on part d'un modèle. Le modèle, c'est toujours une représentation extrêmement simplifiée de la réalité, presque trop simple.
Et puis à partir de ce modèle, on en déduit un certain nombre de conséquences, y compris de politique économique, puisque c'est ça qui nous sert à changer les lois, à concevoir des politiques publiques. Et puis après, on teste avec des données économétriques. Ce qu'on fait beaucoup en psychologie économique, c'est de faire des expériences en laboratoire ou sur le terrain. Et puis là, on voit que le modèle marche bien ou marche moins bien. Et dans ce cas-là, on révise un peu la théorie, puis on retourne aux données. Et c'est cet aller-retour qui n'est pas spécifique à l'économie, mais qui est spécifique aux sciences plus généralement, qui fait que on progresse au fur et à mesure. Et dans le domaine de la moralité... vous avez précédé ma question. Voilà, en quoi la moralité est-elle surdéterminante dans ces modèles-là? La moralité, c'est très important parce que ça dépend, ça affecte beaucoup nos comportements dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que par exemple dans une organisation, nous sommes de bons citoyens, nous avons le sens de travailler pour les autres? Est-ce qu'on triche sur nos taxes? Est-ce que sur nos impôts? Ce genre de choses? La moralité est partout, même en économie. C'est très important. Et en politique, bien sûr. Donc hier, je parlais beaucoup de la question de narratif, c'est-à-dire le récit. Le récit qui nous permet effectivement d'échapper parfois à la morale, puisqu'on se trouve des excuses, des bonnes excuses, qui sont très souvent des mauvaises excuses. Et donc, c'est très important de comprendre comment ces récits affectent la politique. Et on le voit aujourd'hui avec les populistes, les fake news. Alors justement, votre insistance dans votre exposé d'hier, dans votre papier d'hier sur le récit et le poids qu'il peut avoir dans la détermination de nos comportements moraux, est-ce que ça nous amènerait pas, est-ce que ça amène pas ce travail à agir sur les récits, donc à les contenir, à les calibrer, à les dimensionner, à faire en sorte que les bons récits, ceux qui font de nous de bons citoyens, aient la primature? Alors on le fait déjà d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on voit qu'à travers l'éducation des enfants, à travers le cinéma même aussi, et toutes sortes d'autres récits, on essaie d'influer sur les comportements, mais inversement, il y a aussi beaucoup de mauvaises excuses qui se colportent pour justifier des comportements qui ne sont pas moraux. Donc vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il faut arriver, mais on ne peut pas non plus contrôler la société, donc il faut essayer que les gens soient aussi habitués à questionner les récits. C'est-à-dire que dans le cas des fake news, par exemple, souvent les arguments sont très très fragiles. Il suffirait de 5 secondes ou 10 secondes de réflexion ou alors de faire un clic sur un site web pour se rendre compte qu'ils sont complètement faux. Mais en même temps, vous dites que les gens qui consomment ce type d'informations ne font pas le geste d'aller sur le site qui vérifie. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que souvent, il y a aussi une demande, justement, pour ces récits négatifs, qui fait que les gens veulent pas savoir. En fait, ils veulent juste l'excuse. Ils ne cherchent pas à savoir la vérité, ils veulent juste une excuse pour pouvoir mal se comporter. Alors, dans notre contexte algérien, qui ressemble un peu au contexte africain, on a une vraie problématique notamment aujourd'hui avec le contre-choc pétrolier, de mobiliser une assiette fiscale plus large, avec on a la valeur ajoutée, plus de 40% est créée dans l'informel. Dans nos récits à nous, ne pas payer ses impôts n'est pas encore un mauvais récit. Comment on peut faire une connexion entre votre travail académique et, on va dire, des politiques publiques incitatives? Je crois qu'il faut d'abord voir un peu la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que la combinaison de déficit public très très important avec un fonds de réserve qui a des rendements insuffisants et qui n'était pas suffisamment élevé pour résister, on se retrouve dans une situation où on prend des habitudes de consommation très élevées et après on est dans une situation très difficile. Donc, il faut arriver aussi à ce que les gens, les pays, alors on voit très bien qu'il y a deux types de pays, mais il y a des pays qui ont résolu ce problème. C'est-à-dire quand la Norvège a vu qu'il allait avoir du pétrole, ils ont mis tout en fonds souverains suffisants. Quand le Chili avait le cuivre, le Chili a décidé de ne pas dépenser l'argent et de garder avec une règle budgétaire très stricte sur la façon de dépenser l'argent. Donc ça, c'est vraiment très important d'arriver d'un point de vue collectif à voir au-delà et finalement de protéger un peu les générations futures, ou même nous-mêmes dans 4 ou 5 ans, pour être sûr qu'on ne s'habitue pas à consommer des sommes énormes et puis après se retrouver dans une difficulté économique. Professeur, j'ai envie de dire ça, c'est déjà un peu raté. Mais quand on doit se retourner vers ce qui existe et comment on ne mobilise pas suffisamment de ressources financières à travers l'impôt, qu'est-ce qu'il faut dire aux citoyens? Quel est le bon récit? Alors c'est très difficile parce qu'on a des normes sociales qui sont endogènes. C'est un peu un jargon d'économiste, mais c'est vrai qu'on voit, on a beaucoup travaillé là-dessus. D'ailleurs, avec Roland Benabou, on a beaucoup travaillé sur ces questions de normes sociales endogènes. Donc on peut très bien avoir des pays où l'évasion fiscale
est bénigne, on pense que c'est pas très grave, et puis des pays, effectivement, quand on est en Suède, par exemple, on pense que c'est carrément un crime. Et donc, il faut évidemment passer du premier vers le second. Et c'est pas facile, parce que les gens, si les autres se comportent mal, ben, on se dit pourquoi pas moi. Et donc, il faut arriver à faire en sorte, au contraire, de donner des messages positifs. Et dire, voilà, regardez, il y a des gens qui contribuent à la société. Et simplement dire, par exemple, que les gens ne contribuent pas, finalement, ça justifie aussi un petit peu les comportements d'autres, qui se trouvent aussi une excuse. On revient au narratif et au récit. Est-ce que c'est une vraie mauvaise excuse? En Algérie, on a ce problème, on a quelques responsables qui ont pris sur des contrats pétroliers, des montants astronomiques, et on sait aujourd'hui chez le peuple, c'est un argument pour échapper au fisc. Alors, effectivement, il faut... je ne suis pas un spécialiste de l'Algérie, mais il faut avant tout, évidemment, que les responsables montrent l'exemple. Ça, c'est inévitable, et il faut des lois qui soient très strictes là-dessus. De ce point de vue-là, il y a une bonne évolution en France. Vous pensez, avec cette nécessité d'impunité des responsables politiques qui a beaucoup joué dans la dernière campagne? Il faut effectivement que les hommes politiques soient rendus responsables de leurs actions et ne puissent pas échapper à ce genre de problème. Après, il faut amener le secteur informel dans le secteur formel autant que faire se peut. Alors, mais pour ça, il faut aussi libérer le secteur formel. C'est-à-dire qu'il y a aussi des raisons pour lesquelles il y a... C'est pas seulement de l'évasion fiscale, mais il y a aussi des raisons réglementaires. Il faut essayer de libérer On a le professeur Hernando de Soto qui a beaucoup travaillé sur ces problématiques, qui, sur l'antenne de Radio M, nous a dit qu'il fallait beaucoup formaliser et changer les règles d'intégration. Absolument, parce que vous prenez par exemple la situation actuelle en Algérie où il y a beaucoup de prix qui sont distordus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de subventions à l'énergie, à l'essence et à d'autres choses. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire qu'il faut une vérité des prix. Il faut que les gens internalisent en quelque sorte le coût pour la société algérienne. C'est-à-dire que si 1 litre d'essence, vous pourriez le vendre beaucoup plus cher à l'étranger. Et donc, pour faire ça, il faut remplacer des aides par les prix par des aides plus ciblées sur les gens qui sont pauvres et ont peu de revenus. Mais pour savoir qui est pauvre, il faut aussi avoir une économie qui soit plus formalisée. Professeur, vous me donnez la possibilité d'une transition justement sur les biais cognitifs. Il y a une pression aujourd'hui sur le gouvernement algérien pour dire les subventions universelles, c'est pas bon, il faut aller vers les subventions ciblées. Est-ce qu'il y a vraiment des études qui le montrent, et pour tout type de subventions? De toute façon, il y a un gâchis. C'est-à-dire que vous prenez l'énergie, par exemple, si vous avez des dépenses extraordinaires sur l'énergie, simplement parce qu'elle est bon marché, c'est un gâchis économique déjà au départ. Donc il faut éviter ça. Il faut toujours que les prix représentent en quelque sorte la vérité des prix. Et pour ça, il faut arrêter. Mais d'un autre côté, si on augmente le prix de l'énergie, ça veut dire que les plus pauvres vont souffrir, en tout cas ceux qui ont une voiture. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de ces subventions qui bénéficient aux plus riches en pratique. Parce que c'est vrai que si on a des voitures, des grosses voitures, par exemple, on va bénéficier énormément du prix de l'énergie très bas. Donc il faut effectivement essayer de redistribuer le revenu et ne pas distordre le système des prix. Mais pour ça, effectivement, il faut savoir qui est pauvre et qui est riche. Et pour ça, il faut avoir un système très bien structuré d'impôt sur le revenu et de mesure des revenus des individus. Alors le débat sur le revenu universel nous est très vite parvenu à travers un think tank ici en Algérie, Nebni, je le cite avec plaisir, qui nous propose d'y réfléchir parce que peut-être que ça peut résoudre le problème. Les coûts d'identification des riches et des pauvres pour organiser le système de subventions directes ciblées pourraient être éliminés grâce à la subvention universelle. Déjà, est-ce que vous pensez que c'est jouable pour des pays matures? En l'occurrence, pour un pays comme l'Algérie? Je ne peux pas parler pour l'Algérie, mais c'est vrai que le revenu universel, on l'a déjà un petit peu en France et dans la plupart des pays. Il y a toujours un revenu minimal qui est accordé. Et après, c'est une calibration. Ça, c'est vraiment un problème empirique de savoir jusqu'où on peut aller tout en gardant l'incitation au travail. Donc, cette idée, c'est effectivement que tout le monde ait un revenu décent. Pour ça, il faut aussi qu'il n'y ait pas et puis l'incitation au travail. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait d'économie trop informelle. Donc ça va ensemble d'une certaine manière. Et donc, après, c'est une question de calibration, parce qu'on ne peut pas non plus garder le revenu, avoir un revenu universel, ou plutôt un revenu ciblé pour les plus pauvres, sans reconcevoir la structure fiscale. Donc en France, par exemple, il y a beaucoup de mesures pour les plus démunis, mais ces mesures ne sont jamais conçues de façon globale. C'est-à-dire qu'elles s'empilent, et on n'a jamais vu très clair. On a même des phénomènes qu'on corrige régulièrement tous les 4 ou 5 ans, qui est que parfois, si vous vous remettez au travail, vous perdez de l'argent.
Oui. Et on a des taux de taxation qui sont plus grands que 100%. C'est-à-dire que vous perdez toutes les aides, toutes les allocations diverses et on n'a plus intérêt à travailler. Donc il faut remettre tout à plat. C'est-à-dire qu'il faut remettre toute la fiscalité à plat. Donc si vous me demandez, est-ce que vous êtes pour le revenu universel, je vous dis très franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que il faut, dans quel contexte? C'est-à-dire, il faut remettre à plat toute la fiscalité, toutes les aides au logement, les aides pour les enfants, les aides ceci, les aides cela. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les barrières à l'entrée sur le marché du travail. Vous êtes contre le CDI, CDD. Vous dites que ça doit être dépassé dans les deux cas. En Algérie, il se trouve qu'en ce moment, il y a une réforme du Code du travail. Vous voyez comment l'évolution du marché du travail dans le monde demain? Alors, déjà, il faut déjà des réformes, parce que le système actuel, en tout cas dans les pays comme la France, n'est pas du tout efficace, puisqu'on a une société complètement duale entre ceux qui ont un emploi très protégé, les CDI, et ceux qui ont un emploi précaire, les CDD, qui passent de CDD en chômage, en CDD en chômage, avec beaucoup de conséquences. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui sont complètement exclus du marché du travail. Ça coûte très cher à la société parce qu'évidemment, tout ce chômage doit être payé par la société. Et en plus, les gens qui ont plus de 50 ans ont du mal à retrouver du travail. Donc c'est un gâchis phénoménal. Et il faut arrêter ça. Il faut arriver à avoir une situation où on crée de l'emploi et un emploi un peu pérenne. Donc il faut flexibiliser le CDI, il faut un contrat unique avec quelque chose qui soit flexible et où la décision de licencier soit prise par l'entreprise. Parce que l'entreprise est la seule à savoir si un emploi est justifié ou ne l'est pas. Actuellement, on utilise des juges en France, mais les juges n'ont aucune idée de est-ce qu'un emploi est justifié ou pas. Et donc, il est très très important d'avoir un emploi plus flexible et en même temps de responsabiliser les entreprises. C'est ce qu'on a proposé d'ailleurs avec Olivier Blanchard, par un bonus-malus, c'est-à-dire que si vous licenciez, il y aura un malus sur les cotisations sociales, et si vous gardez l'employé, vous aurez un bonus sur les cotisations sociales. On va en finir avec les biais cognitifs. En Algérie, il y a une tentation protectionniste. Vous voulez ajouter quelque chose, pardon. Justement, vous me posiez sur la question de l'évolution de l'emploi. Là, je pense qu'on a ce qu'on appelle en anglais la perfect storm, c'est-à-dire qu'on est dans une situation très difficile où les finances publiques ne pourront plus lisser, comme ça on faisait autrefois, les problèmes d'emploi. Aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent pour lisser et faire en sorte que les gens qui sont au chômage, évidemment, ne soient pas trop démunis, et c'est normal d'ailleurs. Mais avec une dette de 100%, ça va commencer à devenir de plus en plus difficile. Ensuite, on a le problème de la mutation de l'emploi, avec le numérique, donc les emplois vont changer de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de destruction d'emplois, et s'il n'y a pas de création d'emplois, c'est totalement dramatique. Puis après, il y a aussi la vague migratoire qui va arriver plus tard à cause du réchauffement climatique, et donc cet ensemble de choses font qu'on est dans une situation extrêmement dangereuse si on ne réforme pas le marché du travail, en tout cas en France. La vague migratoire qui va arriver à cause du réchauffement, on va dire un mot sur le prix du carbone et comment on pourrait éviter ce scénario catastrophe. Mais en attendant, la montée des barrières protectionnistes, on en parle beaucoup pour les États-Unis, évidemment avec Trump. Le Brexit en est une expression aussi à sa façon. En Algérie, ça existe aussi parce que depuis l'effondrement des revenus extérieurs, on a mis certaines industries, on a mis des barrières à l'entrée pour essayer d'industrialiser. Est-ce que c'est une erreur de penser pouvoir faire un rattrapage industriel en montant à nouveau des barrières à l'entrée pour l'importation? Alors c'est très difficile. Les économistes en général ont beaucoup de suspicions vis-à-vis du protectionnisme. Bon, d'abord, ça pas tous, hein? Pas tous. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une majorité d'économistes qui sont contre le protectionnisme pour plusieurs raisons. La première, en tout cas, surtout dans les pays développés, parce que déjà, évidemment, ça fait une mauvaise allocation de la consommation entre pays. Si on n'a pas le meilleur du monde pour soi, ça crée des monopoles domestiques. Ça veut dire que ça crée des situations totalement perverses, parce que la concurrence est quand même centrale pour l'efficacité économique. On voit dès qu'une industrie est en concurrence, les comportements changent complètement, la productivité change complètement. Donc c'est tout à fait crucial. Et puis parfois, le protectionnisme est très mal géré aussi. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, quand on a des quotas d'importation, au lieu de les mettre aux enchères, on laisse des gens finalement décider, et ça donne naissance au favoritisme et à la corruption. Professeur, vous seriez pour mettre les quotas d'importation aux enchères? Absolument, oui, c'est parce que c'est une façon finalement d'avoir le maximum d'argent pour l'État, et ça permet aussi d'avoir les bonnes importations plutôt que d'avoir de la corruption
Dans le cas de l'industrialisation en Algérie, mettre des barrières à l'entrée, peut-être pour l'industrie automobile, c'est pas protéger une activité domestique. Elle n'existe pas encore. Oui. On n'a pas encore de problème de monopole. Voilà. On doit créer l'activité. Voilà. Alors, il y a un argument pour la protection qui est effectivement, c'est l'industrie naissante, c'est-à-dire de dire, voilà, on va protéger un petit moment. Mais le problème avec ça, et c'est un argument qui est tout à fait correct, mais le problème avec ça, c'est qu'une fois que les protections sont en place, après il y a un lobby qui se crée, et effectivement pour garder les protections par la suite. Même si l'industrie qui en résulte est très inefficace, même si elle n'a plus besoin de protection, peu importe, dans les deux cas, il y a un lobby très fort pour garder les protections. Donc, si on fait ça, il faut le faire pendant un nombre restreint d'années et avoir un peu des sunset clauses qui permettent d'arrêter le truc. Et c'est pas facile à mettre en œuvre. Vous nous avez déjà exprimé votre inquiétude sur l'avenir climatique de la planète, professeur. Vous avez travaillé aussi beaucoup sur la régulation dans votre long itinéraire académique. Il y a une réflexion en cours sur comment réguler les émissions de gaz à effet de serre. En ce moment, c'est la conférence de Paris relayée par Marrakech. Il y a une commission d'experts à laquelle vous aurez pu participer. Il y a d'autres prix Nobel, Stiglitz, je crois, entre autres, qui y ont participé. Et cette commission a recommandé aux nations de faire augmenter le prix du carbone de 40 à 80 $ en 2020 pour essayer de contenir son émission. Vous dites, vous, vu comme ça, à partir de votre expertise sur ce sujet, c'est dans cette direction qu'il faut aller? Alors déjà, si on avait 40 $, ça serait déjà très bien. On l'a dans pratiquement aucun pays, sauf la Suède. On a des prix du carbone qui sont beaucoup plus bas, qui sont de 5 $ souvent, parfois zéro, parfois négatif. D'ailleurs, on subventionne dans un certain nombre de pays l'émission de carbone. Donc, on en est très loin. Alors après, est-ce que c'est 40? En général, nous, on estime que c'est 50, 60. Mais honnêtement, c'est juste un ordre de grandeur, parce qu'on se trompera, on ne sait pas exactement à quelle vitesse ça va se passer, le réchauffement climatique va se passer, comment les technologies alternatives vont se développer. Donc on se trompera, donc il faudra ajuster au fur et à mesure pour arriver à garder la trajectoire. Et d'ailleurs, une autre possibilité, c'est simplement de dire on va émettre un nombre de droits d'émission négociables qui correspondent au budget carbone, c'est-à-dire combien on peut encore émettre pour pouvoir atteindre au maximum 1,5 degré Celsius de réchauffement. Ceci dit, ce qui est vraiment très important, c'est que tous les pays paient ce prix du carbone. Parce que souvent on entend l'argument, qui lui-même est juste, c'est-à-dire que les pays en voie de développement disent « nous, on veut se développer, les pays développés se sont développés en émettant du carbone, ben, nous, on devrait pouvoir se développer, ce qui est juste, en émettant du carbone, là, il faut. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des transferts des pays développés vers les pays en voie de développement pour les compenser, mais c'est des transferts forfaitaires. Si, par contre, il n'y a pas de prix de carbone dans les pays en voie de développement, c'est une catastrophe écologique. D'abord, ça ne va pas marcher, je vais expliquer pourquoi, mais c'est aussi une catastrophe écologique, parce que les émissions, à l'avenir, et déjà maintenant avec la Chine, se passent dans les pays en voie de développement essentiellement. Et donc, on n'arrivera jamais à maintenir le réchauffement à 1,5 ou 2 Celsius si les pays en voie de développement ne font pas face au même prix de carbone que les autres. Alors après, en plus, ça sera catastrophique, parce que ce qui va se passer, c'est que si on met le prix du carbone à zéro dans les pays en voie de développement et à 100 ou 200 $, ce qu'il faudrait minimum dans les pays en voie développés, ceux-ci vont mettre leurs industries ailleurs, là où finalement ça ne coûte pas très cher d'émettre, et donc l'effet net sera complètement nul. Il y aura ce qu'on appelle une fuite de carbone. Professeur, vous pensez que c'est ça l'argument qui a poussé le président Trump à ne pas adhérer, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que des pays plus pauvres ne sont pas tenus aux mêmes efforts? Alors, c'était vrai pour Kyoto. Kyoto qui n'était pas un mauvais accord, mais qui était mal conçu, parce qu'effectivement, il y avait un certain nombre de pays qui étaient assujettis à un prix du carbone. Donc ça a donné une excuse, on est encore dans les récits, ça a donné une excuse aux États-Unis pour sortir. Alors c'était une bonne excuse, ils étaient très contents de pouvoir dire on peut sortir, il faut dire ce qu'il y a, mais c'est vrai que c'était un accord qui était, vous avez raison, qui était mal conçu. La seule façon de vaincre le réchauffement climatique, c'est un accord global. Et je pense qu'un pays comme l'Algérie a beaucoup à perdre, évidemment, du réchauffement climatique. Et d'ailleurs, beaucoup de pays du Sud ont beaucoup à perdre du réchauffement climatique, et si on ne fait pas quelque chose, ça va être une catastrophe. Alors, on va évoquer un dernier sujet avec vous, professeur. C'est rapide. Le monde de demain, vous avez travaillé sur la régulation des monopoles. Est-ce que le
plus grand monopole qui est en train de se mettre en place n'est pas celui des GAFAM, mais comment on peut y faire face? Les GAFAM, les géants du web et de l'informatique. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, vous prenez les plus grandes entreprises au monde, par exemple les 5 plus grandes, 4 sont des marchés, ce qu'on appelle les marchés bifaces, des marchés qui essaient d'attirer... C'est votre concept, marché biface? On l'a lancé avec Jean-Charles Rocher, qui est de Toulouse. En deux mots, à nos amis... D'ailleurs à la conférence. Qui est à la conférence, en deux mots, à nos amis auditeurs, c'est une plateforme qui s'adresse à 2 types de clientèle. À 2 types de clientèle, souvent des commerçants et des utilisateurs. Alors, par exemple, Google essaie d'attirer effectivement des gens qui développent des applications, ou pareil pour les plateformes de jeux vidéo, et puis les utilisateurs, ou les cartes de crédit est un autre exemple, où on essaie d'attirer les commerçants, et puis ceux qui vont utiliser la carte, et ainsi de suite. Donc les plus grosses entreprises mondiales, et puis la plupart des startups aussi au niveau mondial, sont maintenant des entreprises bifaces, donc il y avait un nouveau modèle économique à étudier, avec un droit de la concurrence aussi différent. Donc il y a un modèle économique qui est très important à comprendre, parce qu'il faut, quand une entreprise développe son modèle, essayer de comprendre quels sont les enjeux et pas commencer par le mauvais modèle, parce qu'en général, si on commence par le mauvais modèle économique, on disparaît très vite, même si on a un bon concept au départ. Alors, on a quand même le sentiment que ce modèle-là, il a quelque chose d'envahissant, il peut détruire les anciens modèles physiques, directs, on a l'exemple de Uber, mais en même temps, il est peut-être suffisamment fragile pour qu'on puisse encore en changer les règles. Il faut qu'on redéfinisse un peu toute l'intervention de la puissance publique dans ces domaines. Donc le droit de la concurrence, par exemple, on le voit, il y a eu une amende de 2 milliards et quelques infligée à Google par la Commission européenne. Mais le droit de la concurrence doit faire en sorte qu'il y ait de l'entrée possible dans ces marchés. Si vous prenez Google, etc., ce sont des empires maintenant, mais eux-mêmes ont commencé par une stratégie de niche, c'est-à-dire que Google était sur le marché des moteurs de recherche, Amazon a commencé en vendant simplement des livres et maintenant est partout. Et donc il faut que les entrants puissent, s'ils ont des idées, s'ils sont efficaces, puissent entrer. Donc il faut que le marché soit contestable, ce qu'on appelle en économie. Alors les entrants, il y en a peut-être déjà quelques-uns en Europe qui arrivent. Est-ce que pour des pays comme les nôtres, pré-émergents, l'Algérie, le Maghreb, est-ce qu'il y a encore une possibilité de devenir acteur et de faire un saut technologique par-dessus la phase industrielle, on va dire? Oui, parce que ça ne demande pas des investissements gigantesques au début. Après, quand on veut monter en puissance, il faut pouvoir introduire en bourse et avoir un certain nombre de... Mais au début, c'est en général un petit nombre de gens qui créent, de même qu'en biotechnologie. Ce ne sont pas les grandes entreprises pharmaceutiques qui créent les nouveaux médicaments. Donc ça nécessite... Mais alors, il y a un certain nombre de conditions pour ça. D'abord, il faut effectivement... On en revient aux universités, il faut avoir des bonnes universités parce que c'est souvent autour des universités et de la culture universitaire que se forment des startups. Ensuite, il faut de l'entrepreneuriat, donc avoir un pays d'entrepreneurs, c'est-à-dire un pays où les gens veulent devenir entrepreneurs et non pas fonctionnaires. Je n'ai rien contre les fonctionnaires et moi-même je suis fonctionnaire, mais il faut quand même que de la richesse se crée grâce à l'entrepreneuriat, et donc il faut une mentalité. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, je parle des universités, n'est pas forcément high-tech, il est souvent high-tech, mais il y a beaucoup d'innovations qui ne sont pas high-tech. Vous avez mentionné Uber vous-même. Réfléchissez aux innovations. C'est pas grand-chose, hein. C'est simplement enregistrer la carte de crédit, la géolocalisation, la notation, tout ça, c'est des choses qui existaient, c'est simplement les mettre ensemble. Et vous regardez aussi les innovations au 19e siècle aux États-Unis, hein, c'est fait souvent par des gens qui ne sont pas forcément hyper instruits, mais avec une culture d'entrepreneuriat, avec un environnement qui pousse à ça et qui récompense finalement les entrepreneurs. Professeur, première visite à Alger, votre impression? C'est ma première visite, c'est une ville merveilleuse. Hein. J'ai déjà fait plusieurs visites dans Alger même. C'est effectivement, j'avais lu beaucoup sur Alger, bien sûr. Mais vous savez qu'il y a une ligne directe à Toulouse-Alger? Absolument, ben oui, je suis venu directement. Il faut revenir plus souvent. Algérie, et en tout cas, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité, professeur. Merci beaucoup. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.